Après des mois de négociations, l'Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi avec l'ONU et la Turquie un accord sur les céréales ukrainiennes. Le texte définit les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes et russes en mer Noire. L'objectif est d'éviter une crise alimentaire mondiale alors que Kiev et Moscou pèsent à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. Il s'agit d'un accord pour le monde entier. Il soulagera les pays en développement au bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Et il continuera à stabiliser les prix alimentaires mondiaux qui atteignaient déjà des niveaux records avant même la guerre. Un véritable cauchemar pour les pays en développement. Plus précisément, le texte que nous venons de signer ouvre la voie à l'exportation de volumes importants de denrées alimentaires à partir de 3 ports ukrainiens clés, Odessa, Chornomorsk et Pivdeni. J'espère sincèrement que le pas que nous avons fait à Istanbul, en coopération avec la Russie et l'Ukraine, contribuera à la paix et représentera un tournant. Peu importe comment la guerre se termine sur le terrain, la paix ne sera possible qu'à la table des négociations. L'accord prévoit plusieurs dispositions, comme la création d'un centre de coordination à Istanbul et des inspections des navires au départ et à l'arrivée en Turquie. Russes et Ukrainiens s'engagent en outre à respecter un couloir de navigation sécurisé à travers la mer Noire, exempt de toute activité militaire. L'accord est signé pour 4 mois reconductibles, le temps d'évacuer les 20 à 25 millions de tonnes de céréales actuellement bloquées en Ukraine. L'accord tout juste signé entre la Russie et l'Ukraine doit permettre d'évacuer des millions de tonnes de céréales. De quoi faire de la place pour de nouvelles récoltes alors que de nombreux agriculteurs ukrainiens ont continué à recueillir le blé ces derniers mois. Anatoly est dans cette situation, ses silos sont quasi remplis et il stocke désormais ses récoltes dans sa grange ou à même le sol. Ça rentre encore un peu, mais nous n'avons plus de place. Mais l'accord sur les céréales arrive même trop tard. L'agriculteur s'est battu pour sauver son entreprise, mais il risque la faillite. En automne, de nombreux agriculteurs ne pourront pas semer. Nous n'aurons peut-être plus d'argent pour le carburant, les semences ou pour payer nos employés. En plus des problèmes d'exportation et d'augmentation des prix, les agriculteurs ukrainiens doivent aussi faire face au risque de bombardement. On ne sait pas où le prochain missile russe va atterrir. Vous pouvez voir qu'il se concentre maintenant sur les silos à grains. S'il le touche, une année entière de travail est détruite. Volodymyr, lui, a perdu des cultures à cause des bombardements et des incendies. Quelque chose brûle tous les jours. Hier, il y avait des incendies par ici et par là, et dans la nuit, il y avait aussi des incendies. Les pompiers n'arrivent pas à éteindre les feux dans les villages ou dans les champs. L'exportation des céréales ukrainiennes est très attendue dans de nombreux pays. L'Ukraine représente 12% des exportations mondiales de blé et près de 20% du maïs et du colza. Les incendies dévastateurs risquent de se multiplier en Europe dans les années à venir à cause du réchauffement climatique. Pour tenter de réduire leur intensité, des pays comme l'Espagne vont devoir améliorer la gestion de leurs forêts. L'exode rural qui a touché une partie du pays a notamment eu un impact négatif sur l'entretien des massifs. Il y a un demi-siècle ou plus, les feux de forêt ne disposaient pas d'autant de combustible. Pourquoi ces paysages changent-ils? À cause de l'exode rural. La jeune génération quitte la campagne, elle va dans les villes, elle s'urbanise et les villages vieillissent trop. Les personnes âgées ne peuvent plus entretenir les terres, en tout cas pas de manière aussi intensive qu'avant. Des voix s'élèvent pour que des essences d'arbres, comme les pins ou les eucalyptus très inflammables, soient délaissées au profit de chênes ou de châtaigniers. Nous devons redessiner nos forêts et les rendre prêtes à faire face au stress climatique et au feu. Il existe des espèces d'arbres dans certaines régions du monde qui ont su faire face à ces situations extrêmes. Et nous devrions nous intéresser à ces espèces qui ont grandi au cours des périodes d'évolution avec des conditions de stress climatique. L'Espagne est le pays du continent européen le plus touché par les incendies devant la Roumanie et le Portugal.
Près de 200 000 hectares ont déjà brûlé en Espagne depuis le début de l'année, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. La Commission européenne a annoncé ce vendredi avoir lancé 4 nouvelles procédures d'infraction contre le Royaume-Uni pour non-respect des dispositions prévues dans le protocole post-Brexit au sujet de l'Irlande du Nord. Bruxelles dénonce notamment l'adoption par les députés britanniques le mois dernier et en première lecture d'un projet de loi sur la révision unilatérale du protocole de l'Irlande du Nord. Nous avons un accord international signé et ratifié par les deux parties. Il ne devrait pas y avoir de projet de loi britannique actuellement en cours d'examen au Parlement. Nous sommes censés mettre en œuvre ce protocole ensemble et c'est pourquoi nous pensons que le simple fait qu'une loi ait été introduite afin de modifier unilatéralement le fonctionnement du protocole est inapproprié et est lié à l'infraction que nous avons présentée aujourd'hui. Les 4 nouvelles procédures dévoilées ce vendredi viennent s'ajouter aux 3 précédentes annoncées le mois dernier. Ces procédures pourraient conduire à une action devant la Cour de justice de l'Union européenne et à des astreintes financières. Londres a 2 mois pour répondre aux lettres de la Commission et prendre des mesures pour se mettre en conformité avec le protocole. La procédure contre la Birmanie, accusée de génocide contre la minorité musulmane des Rohingyas, va pouvoir se poursuivre devant la plus haute instance judiciaire des Nations Unies. Ce vendredi, la Cour internationale de justice, basée à La Haye, aux Pays-Bas, s'est déclarée compétente en l'affaire après avoir rejeté les objections du pouvoir birman qui contestait la recevabilité de l'action en justice. Les autorités birmanes contestaient notamment le fait que la procédure soit portée par la Gambie au nom de l'Organisation de la coopération islamique et parce que la Gambie, État africain, n'est pas directement concernée par le génocide. La décision de la Cour a été saluée par le président de l'organisation britannique des Rohingyas birmans. 600 000 Rohingyas en Birmanie sont toujours confrontés à un génocide, à la restriction de leurs mouvements et à la restriction de l'accès à l'aide humanitaire et médicale. Tout cela se poursuit. 1 million de personnes dans les camps du Bangladesh attendent un espoir de justice. Quelques 600 000 Rohingyas se trouvent en effet toujours en Birmanie dans les Arakan et environ 850 000 autres s'entassent dans des camps de fortune au Bangladesh après avoir fui en 2017 la répression sanglante opérée par l'armée birmane et des milices bouddhistes à leur encontre. Des témoignages ont fait état de meurtres, de viols et d'incendies criminels. Il faudra certainement encore attendre plusieurs années avant que la Cour internationale ne rende son verdict. Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, a été reconnu coupable vendredi d'outrage et d'entrave dans l'enquête du Congrès américain sur l'assaut du Capitole. L'ancien directeur de la campagne électorale de Donald Trump et aujourd'hui figure de proue de la droite alternative ne connaîtra sa peine qu'en octobre prochain. Il encourt entre 1 mois et 1 an de prison. Du Tibet, on connaît généralement l'image des monts enneigés et des monastères. Le peintre chinois Han Yushen vous invite à un voyage auprès du peuple tibétain depuis le centre de Rome. Une vie faite de simplicité et de spiritualité que l'artiste contraste avec le rythme effréné entouré de technologie de la vie dans le reste de la Chine. Une culture millénaire représentée dans une série de 40 peintures à l'huile. Retour à l'urgence, il ne reste plus qu'1 mois pour découvrir l'exposition Chalice Flüssig, en français Le temps est liquide, consacrée au photographe Wolfgang Tillmans au musée d'art moderne de Vienne. Il se consacre à des photographies abstraites, mais aussi à des scènes d'intimité. Une intimité et une proximité de plus en plus affectées par la période de distanciation sociale et de relations virtuelles depuis la crise du Covid. Enfin, rendez-vous à Paris, au Centre Pompidou, pour découvrir la nouvelle objectivité, un mouvement pluridisciplinaire né en Allemagne dans les années 20. C'est un mouvement profondément politique qui vise à représenter la réalité sans l'embellir. L'exposition, qui se présente comme la première vue ensemble du mouvement en France, réunit 900 pièces qui vont de la peinture à la photographie, à l'architecture, à la sculpture et même au cinéma.